Ce n'est pas tout de vouloir écrire un roman. Il faut aussi trouver la motivation pour se lancer et surtout l'inspiration pour trouver la bonne idée pour son histoire. Pour la motivation, je vous renvoie sur ma dernière vidéo qui va apparaître juste ici dans le i. Et pour l'inspiration, je vous invite à rester sur cette vidéo parce que c'est le sujet d'aujourd'hui. Comme je le disais en entrée de vidéo, pour écrire un roman, il faut de l'inspiration. Mais l'inspiration, c'est quoi au juste? Selon mon dictionnaire virtuel, l'inspiration est un acte de stimulation de l'intellect, des émotions et de la créativité à partir d'une influence. Pour le romancier, l'inspiration, c'est surtout une idée inventrice, un élan créateur, une vive émotion qui nous saisit et s'empare de nous. Si pour certains auteurs, l'inspiration vient naturellement, pour d'autres, il faut parfois la stimuler, la titiller afin qu'elle nous délivre ses meilleures idées. Dans cette vidéo, je me propose de répondre à 3 questions. Premièrement, où trouver l'inspiration? Deuxièmement, comment trouver l'inspiration? Et troisièmement, comment éviter de tomber dans le plagiat? Car ce qu'on veut avant tout, c'est de s'inspirer et non recréer ce qui a déjà été fait. Avant de commencer, je tiens à rappeler que je ne détiens pas la science infuse et qu'il n'y a pas qu'un seul moyen pour parvenir à écrire un roman. Je vous présente ici le fruit de mon expérience, notamment ce qui a marché pour moi. Vous êtes libre de suivre mes conseils, de les rejeter tout en bloc ou de vous en inspirer à votre guise. C'est comme vous voulez. De quoi peut-on tirer son inspiration? Eh bien, j'aurais envie de vous dire de partout, de tout et de n'importe quoi. Les sources d'inspiration sont aussi nombreuses et variées que les auteurs. Bon, je vais quand même élaborer un peu, sinon la vidéo ne servira pas à grand chose. Et vous êtes quand même ici pour du contenu, non? Selon moi, l'inspiration se trouve dans le matériel et l'immatériel. Oui, je sais, ça sonne un peu spirituel, mais vous allez voir qu'en vérité, c'est assez simple. Le matériel symbolise la matière, les objets, à commencer par toutes les œuvres artistiques dont on est susceptible de s'inspirer. Les romans, les films, les séries, les jeux vidéo, la musique, les chansons, les tableaux, les sculptures, etc. Le matériel, c'est aussi les objets du quotidien. Un meuble antique, un collier transmis sur des générations, un vieux carnet de notes, un livre tout droit sorti du 18e siècle, un porte-bonheur, un candélabre, qui sait, ou même un objet de déco qui, à première vue, pourrait sembler banal, mais qui, finalement, pourrait vous inspirer quelque chose d'intéressant pour votre roman. Le matériel, c'est également les lieux et les gens. Non pas qu'il s'agisse d'assimiler votre entourage à des objets, mais de vous en inspirer pour en extraire de la matière à créer. Un lieu peut très bien servir de tremplin à l'inspiration. Chaque lieu est unique avec une ambiance qui lui est propre. De même, une personne pourrait vous inspirer un personnage. Ce n'est pas pour rien si les deux termes sont issus de la même famille. Tous ces objets, ces livres, ces peintures, ces villages avec ces villageois existent dans le monde matériel. Certains, comme les compositions musicales, n'existent que sous format numérique ou audio, mais il n'en demeure pas moins qu'ils font partie du monde matériel. L'immatériel, quant à lui, symbolise les expériences, le vécu, le vôtre en l'occurrence, mais aussi celui de votre voisin. Il peut s'agir d'un souvenir, d'un voyage, d'une épreuve surmontée ou pas, d'une lutte personnelle, d'un échec, d'une réussite, d'un désir de dénonciation, d'un rêve, d'un cauchemar, pourquoi pas. Tout ce qui est susceptible de vous inspirer un concept, une idée, une thématique, tout ce qui a le potentiel de vous déclencher l'envie d'écrire, de raconter une histoire, de créer des personnages, toute expérience, bonne ou mauvaise, heureuse ou malheureuse, magique ou tragique, est bonne à prendre. Il ne faut lésiner sur rien.
Fouiller ses souvenirs, creuser ses réminiscences afin d'en extraire les plus beaux joyaux pour alimenter sa créativité. Autant l'inspiration est un élément essentiel dans le processus de création, autant parfois il faut la stimuler, voire même l'invoquer afin qu'elle nourrisse ses projets. Mais comment l'invoque-t-on justement? D'abord, il faut aller vers ce qui nous attire, vers ce qui nous plaît. En cela, il ne faut rien se refuser, il faut tout s'accorder. Si on a des envies de voyage, alors il faut y aller. Si on désire réorienter sa carrière, il ne faut pas hésiter. S'il s'agit d'un changement de domaine d'études, il faut foncer. De même, si on est passionné de gastronomie, d'histoire, de sport, de médecine ou de politique, il ne faut pas hésiter à se jeter corps et âme dans la pratique de ces domaines. Ça ne veut pas dire qu'il faille devenir gastronome, historien, médecin ou même politicien, mais on peut néanmoins lire sur les sujets qui nous intéressent. Dans tous les cas, il faut suivre son instinct et ne pas hésiter à favoriser ce qui nous allume, ce qui nous fait vibrer. Ensuite, il faut aller vers ce qui nous fait du bien. Pour cela, il faut être à l'affût de ses émotions, porter attention à ses sentiments, à ses impressions, à ses joies, à ses peines, à ses peurs, à ses envies. Qui sait si un coup de foudre ne pourrait pas nous inspirer une romance merveilleuse ou si un deuil ne pourrait pas nous invoquer une trilogie rocambolesque. Peut-être avons-nous souffert de la maladie d'un proche et peut-être cette souffrance fera-t-elle naître l'idée d'une histoire qui dénoncerait le traitement mal adapté que reçoivent les patients. Qui sait quelles idées se cachent derrière nos émotions? Les possibilités sont infinies. Il ne faut pas hésiter à explorer, à sortir de sa zone de confort, à essayer des choses pour en découvrir d'autres et stimuler son intellect et sa créativité. Il faut être ouvert à la nouveauté, plonger tête première dans l'inconnu. C'est en apprenant de nouvelles choses, en se confrontant à ce qui nous échappe, en envisageant de nouveaux concepts qu'on découvre de nouvelles possibilités et des idées sur lesquelles on n'aurait jamais été amené à réfléchir. En ce sens, il faut aller à la rencontre des gens, parler, discuter, échanger. Il ne faut pas craindre d'aborder les autres, de fraterniser et de connecter avec eux. Les propos et les expériences d'autrui sont une mine d'or pour l'inspiration de l'écrivain. Finalement, il faut s'arrêter une minute et se déconnecter de cette vie ultra connectée. Il faut prendre du temps pour soi et se ressourcer. Il faut s'écarter de cette frénésie omniprésente dans nos sociétés capitalistes pour se poser, pour penser, pour réfléchir, pour méditer, pour philosopher, pourquoi pas. Bref, il faut faire le point et se reconnecter à son être. Pour cela, on peut sortir, marcher, observer la nature, le paysage, on peut faire une balade en forêt, se laisser porter par le bruissement des feuilles et la brise légère. On peut retourner aux sources dans son village natal, écouter de la musique, prendre un bout de papier, un carnet et se laisser aller. On peut dessiner, écrire tout ce qui nous passe par la tête. On peut prendre un objet, n'importe lequel, et noter ce qui nous inspire ou imaginer une histoire, un concept, un personnage, un thème autour de l'objet. Que vous inspire par exemple cette voiture? Comme à peu près tout a déjà été fait, c'est normal de puiser dans d'autres œuvres pour créer la sienne. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est de calquer ou reproduire à l'identique une œuvre déjà existante. Mais où s'arrête l'inspiration? Où commence le plagiat? À quel moment le puisage se change-t-il en recopiage? Techniquement, plagier, c'est emprunter à d'autres auteurs des citations et des passages de leurs ouvrages en se les appropriant, c'est-à-dire en se les donnant comme si. Selon la définition, on pourrait donc reprendre une œuvre, la réécrire en changeant le nom des personnages et des lieux, et on ne ferait pas de plagiat. Pour autant, on serait clairement et justement taxé de manque d'originalité par le lectorat. Et ça, on ne veut pas. On va donc partir du copiage plutôt que du plagiat. Et ce qu'on va appeler copiage sera le fait de prendre une histoire et de la réécrire en changeant très peu de choses. La démarcation entre s'inspirer et copier n'est pas toujours nette. Mais en général, lorsqu'il est possible de superposer une œuvre sur une autre, c'est qu'il y a copiage. Quand je dis superposer, je parle bien sûr de l'histoire et non du schéma narratif. De nombreuses grandes sagas sont basées sur le même schéma narratif, le voyage du héros par exemple, sans pour autant être des copies les unes des autres.
Autant est-il tout à fait normal de retrouver dans une œuvre des similitudes, des hommages ou des clins d'œil à d'autres œuvres et de déceler facilement ses sources d'inspiration, autant les différences et les singularités de la dite œuvre devraient être tout aussi repérables. L'idée, c'est de s'inspirer, de reprendre des thèmes, des concepts si on veut, mais de les adapter, de les mettre à sa sauce, comme on dit. Le copiage peut se faire de deux façons, soit de manière consciente, soit de manière inconsciente. S'il est conscient, le copiage est facile à éviter. Il suffit de ne pas s'y adonner, de se creuser les méninges pour trouver une histoire originale. S'il est inconscient, ce qui arrive le plus souvent, il sera plus difficile à éviter, comme vous pouvez vous imaginer. Je ne suis pas devin, mais je vais quand même essayer de vous donner quelques pistes pour éviter de tomber inconsciemment dans le copiage. Pour prendre conscience d'un possible copiage inconscient, il faut se pencher sur son roman et se questionner. En quoi l'intrigue ressemble-t-elle à celle de la source d'inspiration? En quoi diffère-t-elle? Si on n'est pas certain de l'originalité de son roman, de sa singularité, on peut le faire lire à un ami et lui demander à quoi le manuscrit lui fait penser. S'il vous répond qu'on dirait le nouveau Poudlard, c'est peut-être parce que votre histoire présente trop de similitudes avec Harry Potter. Un excellent moyen de réduire les risques de copiage inconscient est de s'éloigner des ouvrages semblables à ce qu'on veut écrire, ou du moins s'éloigner des ouvrages qu'on admire un peu trop. Autant c'est bien de lire des romans dans le genre dans lequel on souhaite écrire, ça permet notamment d'en comprendre les codes, autant lire 1984 juste avant de s'attabler pour écrire sa dystopie n'est peut-être pas la meilleure des idées. Après, vous faites comme vous voulez. Personnellement, passé la phase de recherche, je ne lis plus de fiction dans le genre que j'écris, ou à tout le moins à la période historique, car j'écris de l'historique, à laquelle mon histoire se passe. Ça ne m'empêche pas de lire des monographies historiques ou des articles scientifiques, mais pour tout ce qui concerne la fiction, j'évite. Ça me permet de ne pas me laisser trop influencer par des histoires trop semblables à la mienne. La meilleure façon d'éviter de copier inconsciemment une autre œuvre est de miser sur l'originalité et la singularité de la sienne. Rendre sa trame unique et ses personnages originaux, voire excentriques ou atypiques, est selon moi le meilleur moyen de se prémunir contre le copiage. Après, c'est juste mon avis. On l'a vu, le processus créatif passe par l'inspiration, élan créateur par excellence. Le roman, comme les autres formes d'art, n'y échappe pas. Pour certains auteurs, l'inspiration est naturelle et automatique. Pour d'autres, elle demande qu'on la stimule, qu'on la provoque, que ce soit en portant attention aux choses du quotidien, en se plongeant dans l'inconnu ou en se ressourçant. L'important, c'est de trouver la façon de tirer le meilleur de son inspiration afin de créer les œuvres les plus fantastiques qui soient. J'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous aura été utile et qu'elle vous aura permis de renouer avec vos élans créatifs si ceux-ci manquaient à l'appel. Dites-moi en commentaire d'où vous puisez votre inspiration et comment vous faites pour la renouveler. Je serai très heureux d'échanger avec vous. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me laisser un pouce bleu, à la partager et à vous abonner à la chaîne. Ça m'aide beaucoup pour le référencement. Vous êtes déjà plus de 100 à me suivre. Pour certains, ça peut paraître peu, mais pour moi, ça représente beaucoup, presque le nombre de places dans les amphithéâtres de mon université. Je vous remercie chaleureusement de me suivre. N'hésitez pas à aller voir ma page Instagram. Comme ici, j'y parle d'écriture et d'histoire. Vous trouverez le lien dans la barre de description. Et pour ceux que ça intéresse, j'ai aussi un compte Instagram artiste, donc si jamais vous voulez voir ce que je dessine, je laisserai le lien dans la description. Bon, assez de publicité pour aujourd'hui. Sur ce, portez-vous bien, écrivez bien et à la prochaine! I'm sorry. I don't want to be an emperor. That's not my business.